Et donc, je vais vous partager l'écran maintenant. Hop, d'accord. Vous voyez bien le diaporama, c'est bon? Oui, c'est bon, on voit. Super, merci. Donc, on est arrivé là, donc on est arrivé vraiment au cœur de du sujet de ce cours, qui est donc ce qu'on appelle la factorisation QR. Et ça va faire appel à ce qu'on avait essayé de faire juste avant, qui était, heu, si je remonte, notre décomposition orthogonale. D'accord? Ça va être relié. Alors, tout d'abord, si on essaie de poser notre problème, qu'est-ce qu'on va essayer de faire, en fait? Imaginons qu'on a une matrice A, avec n colonnes et m lignes. Donc là, vous voyez, les vecteurs colonnes A1 jusqu'à AN. Donc chaque vecteur colonne aura m lignes et on imagine qu'on a m, plus grand que n, donc plus de lignes que de colonnes. Hem, alors le but de cette factorisation QR, ça va être de faire quoi? Ça va être de construire des sous-espaces, qui seront emboîtés de la façon suivante. Donc, un sous-espace vect de A à 1, on va définir comment est-ce qu'on va le construire. Il va être, heu, inclus, donc il sera un sous-espace de cet autre sous-espace-là qui va pouvoir être construit en utilisant A1 et A2, qui va être engendré, si vous voulez, par A1 et A2, qui va être lui-même un sous-espace de un autre sous-espace qui serait engendré par A1, A2 et A3, et cetera, et cetera, et cetera, jusqu'à ce qu'on aurait, heu, donc notre dernier sous-espace qui serait lui-même un sous-espace du dernier, sous-espace qu'on pourrait engendrer en considérant toutes les colonnes, de notre matrice, considérant les n colonnes. Et donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire en fait? Heu, donc pour construire ces sous-espaces-là, on va essayer de construire des vecteurs orthonormés. Donc à chaque fois, on va, définir des vecteurs orthonormés. D'abord un vecteur orthonormal Q1 pardon, qui va, porter, si vous voulez, ces dimensions-là. Ensuite, on aura un deuxième vecteur Q1 et Q2 et les 2 ensemble vont nous définir les 2 dimensions de ce sous-espace, et cetera, et cetera, et cetera. Donc, en d'autres termes, l'espace, le sous-espace qui sera engendré par Q1 sera égal au sous-espace engendré par A1 et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A1 et Q1, que A1 sera égal à Q1 pardon, fois un coefficient. Donc les 2 sont alignés en fait. A1 sera aligné à Q1, il y a juste un facteur qui les sépare, qui est donc ce terme-là, R11. D'accord? Idem, donc on dit que le sous-espace qui sera engendré par Q1 et Q2 sera égal à celui qui est engendré par A1 et A2. Et donc ça veut dire que A2 est tout simplement égal à Q1, donc notre vecteur orthonormé Q1 fois un certain coefficient, plus Q2 fois un autre coefficient. Donc on peut construire A2 comme une somme, de nos 2 vecteurs orthonormés Q1, Q2 avec les coefficients R12 et R22. Et donc on peut appliquer la même logique pour tous les autres sous-espaces qu'on aura définis ici, qu'on voudrait trouver. Et à la fin, donc, notre dernier sous-espace, donc notre espace qui va englober les autres, c'est tout simplement, on pourrait tout simplement dire que AI, dans ce cas-là, va être égal à une somme de nos différents vecteurs orthonormés, Q1, Q2, Q3 jusqu'à Qn, fois un certain coefficient. D'accord? Euh, Donc, à chaque fois, on va essayer de construire notre, notre, nos
nos vecteurs orthonormés, de telle sorte à ce que ces équations-là soient vérifiées. D'accord? En gros, donc là, on a écrit donc, le problème, si vous voulez, en regardant les vecteurs colonnes à chaque fois. Donc on regarde comment construire, chacun des vecteurs colonnes à partir de coefficients et de nos vecteurs orthonormés, Q1, Q2 et cetera. On peut regarder exactement la même chose, donc avec une notation matricielle cette fois-ci. Donc comment est-ce que ça va se voir? Donc on a nos différents vecteurs colonnes, de notre matrice A, donc A1, A2 et cetera. Et ces vecteurs-là, donc cette matrice A ici, sera égale à une matrice qui aura en colonne, hem, nos différents, nos différents vecteurs de notre famille orthonormée. Donc on a Q1, Q2 jusqu'à Qn. Donc ça revient, si vous voulez, si je peux faire le lien avec ce qu'on avait vu la dernière fois, ça revient à, avoir la matrice Q chapeau qu'on avait définie en mettant, dans les différentes colonnes les vecteurs de notre famille orthonormale. Et donc là, je redescends, voilà, donc là on a cette même matrice et ça veut dire qu'on peut, reconstruire A comme ce produit entre notre matrice de vecteurs orthonormés fois, enfin produit matriciel, une matrice qui va contenir nos, coefficients. Donc ici, c'est une matrice, triangulaire supérieure, toute la partie triangulaire inférieure, c'est que des zéros et ici, nous retrouvons les coefficients qu'on avait définis ici. Donc vous voyez bien, on peut faire, les premiers calculs ensemble pour voir. Donc qu'est-ce qui se passe si je regarde, comment est-ce qu'on va appliquer, ça à notre première colonne, par exemple. Donc on a A1, la première colonne. Si on cache maintenant ça, on cache ces vecteurs-là, et qu'on fait notre produit, donc on va également devoir éliminer ça, et qu'on fait notre produit matriciel avec Q1, A1 sera égal tout simplement à Q1, fois R11 et le reste sera, on aura appliqué des zéros partout ailleurs. Pour A2, la chose va changer. On aura maintenant une composante selon, Q1 qui sera portée par R12 et une composante portée par Q2 qui sera, avec le coefficient R22 et cetera. Donc ça c'est en gros l'équation de, la factorisation QR. D'où le nom d'ailleurs. On cherche à décomposer une matrice A, notre matrice de départ, en un produit matriciel de deux matrices, une matrice Q qui sera une matrice orthonormale. Donc chacun de ces vecteurs colonnes, sont normés et ils sont orthogonaux entre eux. Et avec donc le produit matriciel avec une matrice R qui est triangulaire supérieure, qui va contenir donc les coefficients qu'on aura définis, juste avant. Alors, si on veut, alors ça c'est la définition, réduite de la décomposition QR. On peut également avoir une décomposition QR, complète et dans ce cas-là, la seule différence, c'est que notre matrice Q ici, notre matrice orthonormale, doit avoir M lignes et M colonnes. Donc ça va être une base de cet espace, Rm par exemple, si on est dans R ou Cm. Chose qu'on n'avait pas ici, on avait juste n colonnes, on n'avait pas M lignes et N colonnes, on n'avait pas donc M lignes et M colonnes. Donc c'est la seule différence. Et évidemment, c'est les vecteurs colonnes qui vont venir compléter notre matrice Q chapeau.
pour que la décomposition soit correcte, ils doivent être associés à un coefficient nul pour que la reconstruction soit correcte. En fait, on avait déjà, si vous voulez, une égalité parfaite ici, entre A égale Q chapeau, R chapeau. Si maintenant on fait grossir Q en rajoutant des colonnes, pour que ça reste valable, et enfin, imaginons en 2D, vous avez déjà deux vecteurs ici, voilà, et avec votre décomposition, vous allez également reconstruire la même chose. Si vous rajoutez de nouveaux vecteurs colonnes ici, comme si vous rajoutez de nouvelles dimensions, pour que la décomposition soit correcte, il faudra rajouter des coefficients nuls qui vont venir écraser, si vous voulez, ces dimensions-là, qui complètent la base, mais dont nous, on ne va pas se servir pour reconstruire A. Et donc là, l'égalité n'est pas tout à fait exacte, parce que du coup, il faudrait rajouter des colonnes avec des zéros ici, d'accord, pour que les tailles des matrices soient correctes. Monsieur, Oui. vous avez dit que du coup, en passant avec Q m fois n, ça devenait une base de Rm, c'est ça? C'est ça, c'est pour ça qu'on complète. C'est à peu près comme la SVD, lorsque vous avez la SVD complète et la SVD tronquée. C'est pour avoir, donc lorsqu'on a la SVD complète, on a U et V qui sont des matrices carrées. Et dans le cas où vous avez une SVD tronquée, vous allez avoir U ou V, en fonction de quel côté vous le faites, qui sera une matrice rectangulaire en fait. Il y aura moins de colonnes que de lignes. D'accord? Ok. Et donc là, voilà, donc si on regarde juste, peut-être juste pour compléter les tailles des matrices, parce que donc là, on a une matrice A qui a donc, on avait dit M lignes et N colonnes. Donc là, maintenant, on a une matrice Q qui a M lignes et M colonnes, et donc on a rajouté les zéros. Donc ici, je vous ai dit qu'il faudra rajouter des colonnes de zéros. C'est pas exact, en fait. Là où c'est pris en compte, c'est avec ces zéros-là, en fait. Parce que ici, du coup, on a M lignes, mais on n'aura que N colonnes. D'accord? Donc, ce ne sera pas nécessaire de rajouter ce que je vous avais dit, des colonnes de zéro. C'est n'importe quoi. Donc, il faudrait juste compléter cette matrice qui était carrée, qui était rectangulaire, triangulaire supérieure. Il faudrait lui rajouter des zéros, des lignes avec des zéros, pour venir écraser, si vous voulez, ces nouveaux vecteurs colonnes qu'on aura rajoutés pour compléter notre matrice Q pour qu'elle soit carrée. Mais donc, en pratique, le type de décomposition qu'on va faire, c'est la décomposition réduite, la tronquée. On ne va pas souvent s'amuser à être dans ce cas de figure-là, et donc à devoir rajouter des zéros pour venir écraser ces nouveaux vecteurs colonnes qu'on aura rajoutés, et qui sont donc orthogonaux aux autres vecteurs colonnes et qui sont normés, qu'on peut construire en ajoutant des vecteurs. On va se placer dans ce cas de figure-là, où donc notre matrice Q ne sera pas de taille m fois m, mais de taille m fois n, et où notre matrice R sera L carré, et de taille n fois n. Est-ce que c'est bon pour cette partie-là, pour la définition? Et donc là, il faudra juste voilà, se rappeler de pourquoi est-ce que... donc si jamais on vous dit décomposition QR, c'est facile de se rappeler pourquoi QR, parce qu'on essaie de décomposer A, notre matrice de départ, comme un produit de deux matrices Q et R. Q, on aura nos vecteurs orthonormés, et R, les coefficients. Voilà. Donc maintenant, on va passer à comment est-ce qu'on va faire en pratique cette décomposition QR. Comment est-ce qu'on va pouvoir orthogonaliser notre matrice A de départ et donc trouver ces deux matrices Q
et R qui vont satisfaire l'égalité. D'accord? Et donc pour faire ça, on va utiliser l'algorithme de Gram-Schmidt. Vous l'avez peut-être déjà vu, ceux qui ont fait le FIMI, j'imagine que c'est le cas. Donc là, on va revoir l'orthogonalisation de Gram-Schmidt et on va voir 2 algorithmes. On va voir l'algorithme classique qui, malheureusement, est numériquement instable. Donc, on va voir un exemple de cas où notre orthogonalisation de Gram-Schmidt classique peut poser des problèmes. Et on va voir une version qui est, elle, numériquement stable. D'accord? Donc, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Et on va voir si on a le temps, on pourra voir l'exemple qui nous montre que la matrice ne va pas être, enfin, que la première méthode, pardon, ne sera pas numériquement stable et que la deuxième méthode, dans son cas, va l'être. Si on n'a pas le temps, on le fera en TD. D'accord? Donc, alors, tout d'abord, si on regarde l'intuition de comment va marcher cette méthode, imaginons qu'on a déjà un ensemble J de vecteurs, donc Q1, Q2, etc. jusqu'à Qj-1. Et donc ces vecteurs-là, ils sont orthonormés. On imagine qu'on les a déjà. Alors, notre but, pour passer à l'étape suivante, ça va être de trouver un vecteur Qj tel que Qj va être orthogonal à tous nos autres vecteurs Qi, pour tout Qi qui sera inférieur, pour tout i qui sera inférieur à j, voilà, pour les Q1, Q2 jusqu'à Qj-1. Et en même temps, on veut que Qj appartienne à cet espace-là, donc à l'espace qui pourrait être engendré par nos vecteurs A1, A2 jusqu'à AJ. Donc nos J premiers vecteurs colonnes de notre matrice A. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut dire que VJ va être tout simplement égal à AJ, donc la jème colonne de A, donc celle qui est là, qui n'est pas expliquée par les autres vecteurs colonnes Q1 jusqu'à Qj-1, moins tout ce qu'on peut expliquer par les vecteurs qu'on a déjà. Donc là, vous voyez bien, vous retrouvez bien l'équation qu'on avait vue la dernière fois, où on essayait d'expliquer un vecteur V comme une somme d'un coefficient qui est donné par le produit scalaire entre un vecteur et le vecteur de départ, donc V, imaginons ici, et le vecteur qui va porter cette composante-là. Donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais là, on va l'appliquer uniquement pour notre vecteur AJ, notre JM colonne de la matrice A. Donc, OK, imaginons qu'on calcule ce vecteur VJ. Et donc maintenant, pour obtenir notre vecteur QJ, il suffira de calculer la norme de VJ, voilà, et de diviser VJ par sa norme. Et dans ce cas-là, on aura un vecteur QJ qui sera normé. Et il sera également orthogonal à tous les autres vecteurs QI, étant donné qu'on l'a, si vous voulez, là, on l'aurait projeté. Toute cette partie-là correspond à la projection de AJ sur le sous-espace qui est expliqué par Q1 jusqu'à Qj-1. Donc, si vous voulez, on va extraire la composante de AJ qui peut être expliquée par ces vecteurs-là, et le reste, c'est le résidu, si vous voulez. Le résidu viendra devenir notre vecteur VJ. Donc, on prend notre résidu, on le normalise, et on obtient donc notre vecteur QJ, qui va venir compléter, s'ajouter, si vous voulez, à nos vecteurs Q1 jusqu'à Qj-1 qu'on avait pour définir notre famille orthonormée. Est-ce que c'est clair pour tous?
Donc là, je vous explique comment est-ce qu'on va venir construire au fur et à mesure nos vecteurs de notre matrice Q. D'accord? Donc comment est-ce qu'on va, à partir de nos vecteurs colonnes ici, et sachant qu'on a déjà construit un certain nombre de vecteurs colonnes ici, comment est-ce qu'on va venir en rajouter un nouveau vecteur colonne dans Q, et comment est-ce qu'on va pouvoir remplir également notre matrice R en rajoutant les coefficients qui vont bien, qui correspondent donc au produit scalaire entre les différents QI, donc ceux qui précèdent, et la colonne qu'on veut analyser, donc la JM colonne. Donc voilà, donc juste les coefficients, voilà, c'est ce que je vous disais à la fin. Les coefficients de cette décomposition-là correspondent tout simplement aux coefficients qu'on va rencontrer dans notre matrice R, dans la matrice R qu'on avait définie ici, donc les R11, R12, R22, etc. On va pouvoir les calculer à partir des produits scalaires entre chacune des colonnes qu'on va analyser de la matrice A et chacune des colonnes qu'on a déjà construites de notre matrice Q. D'accord? Donc typiquement, le coefficient qui sera dans la IM colonne, IM ligne et JM colonne sera tout simplement égal au produit scalaire entre le vecteur QI, donc celui qui est dans la colonne I de notre matrice Q, et le JM vecteur colonne de notre matrice A. Il y a juste un élément particulier pour nos vecteurs qui sont dans la diagonale, et eux seront tout simplement égales à la norme de notre vecteur V qu'on aura construit, donc si vous voulez du résidu de ce qui reste, de ce qui n'a pas pu être expliqué, qui est dans notre vecteur AJ et qui n'a pas pu être expliqué par nos vecteurs Q1 jusqu'à QJ-1. D'accord? Donc ça, c'est la norme en fait. Alors, si on regarde l'algorithme maintenant, voilà, donc là, comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment lancer l'algorithme? Donc là, vous avez un pseudocode en fait qui vous explique comment marchera l'algorithme de Gram-Schmidt. Alors, en entrée, qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir notre matrice A au départ. D'accord? Et ensuite, on va appliquer la méthodologie que je vous ai expliquée à la diapositive précédente. Donc, on va itérer maintenant sur les différentes colonnes de A. Donc, c'est ce qu'on avait fait ici. On avait regardé les différentes colonnes de A. Donc, à chaque fois, on regardait la colonne J pour les différents J allant de 1 jusqu'à N. Donc, on regarde les différentes colonnes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que d'abord, on va définir un nouveau vecteur VJ qui sera tout d'abord égal à AJ. Ensuite, on va itérer sur toutes les colonnes qu'on a déjà vues entre 1 et J-1. Donc au départ, évidemment, on ne va pas rentrer dans cette boucle-là. Lorsqu'on est à J égale à 1, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais lorsqu'on aura J égale à 2, par exemple, on va rentrer une fois dans la boucle. Lorsqu'on aura J égale à 3, on va rentrer 2 fois dans la boucle. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va calculer le coefficient RIJ qu'on va pouvoir venir remplir dans notre matrice R et qui va correspondre au produit scalaire entre QI, en imaginant qu'on l'a déjà calculé, et AJ. Donc, évidemment, je vous redis encore une fois, la première fois qu'on rentre ici, donc on n'a pas défini de Q1, donc on n'aura pas à faire cette ligne. D'accord? Donc au départ, on n'aura pas ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir retrancher à VJ ce vecteur-là, qui est tout simplement le vecteur QI fois le coefficient qu'on vient de calculer. D'accord? Donc, on retranche, si vous voulez, au vecteur VJ, la composante qui est expliquée par notre vecteur QI. Une fois qu'on finit de faire ça, qu'on reboucle, qu'on finit de parcourir notre for ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer
notre coefficient qui va venir dans la diagonale, donc le coefficient RJJ, qui est tout simplement égal à la norme du vecteur VJ qui nous est resté après avoir avoir retranché toutes les composantes qui sont expliquées par Q1, Q2, etc. Et à la fin, on a notre vecteur QJ, donc le jème vecteur colonne de notre matrice Q, qui est tout simplement égal à VJ, le vecteur VJ qu'on a modifié à travers notre boucle for, divisé par sa norme. Donc ici, cette ligne-là correspond tout simplement au fait de normer notre vecteur VJ. D'accord? Donc, si maintenant on essaye de voir qu'est-ce qui se passe si on rentre la première fois dans la boucle. Donc, on prend notre première colonne de A, on rentre ici. Donc, on est à J égale à 1. Là, on rentrerait pour I égale à 1 jusqu'à 0. Donc, en fait, on ne va pas rentrer dans la boucle. OK? Donc, finalement, V1, si vous voulez, reste égal à 1. On va tout simplement calculer sa norme. On calcule la norme de la première colonne de A. Et on dit que Q1 sera égal à A1 ou V1, si vous voulez, qui sont égaux, divisé par la norme. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Q1, c'est tout simplement la première colonne de A normée. On rentre la deuxième fois dans, imaginons maintenant, on part à J est égal à 2. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? V2 est égal à A2, donc la deuxième colonne de A. On va cette fois-ci rentrer une fois dans la boucle for. On va faire ces deux opérations-là une seule fois. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le produit scalaire entre Q1, le premier vecteur qu'on vient de le calculer, et notre colonne, notre deuxième colonne de A, donc A2. On calcule ce coefficient-là. Et on va retrancher à A2. Donc, au départ, V2 est égal à A2. Et on va modifier donc V2 en faisant A2 moins le coefficient qu'on vient de calculer fois Q1. On sort de notre boucle for, on calcule la norme de V2, qui sera donc cette version modifiée de la colonne A2, et on divise par la norme, donc on divise le vecteur V2 par sa norme pour obtenir notre vecteur Q2, qui est donc le deuxième vecteur colonne de notre matrice Q. Et on va donc appliquer la même méthodologie jusqu'à ce qu'on a atteint J est égal à grand N. Est-ce que c'est bon? Donc, si c'est bon, je vous invite à regarder, à essayer d'appliquer l'algorithme de Gram-Schmidt de votre côté. Donc, je vais vous laisser 5 minutes pour le faire. Et l'idée donc sera de voilà, appliquer l'algo que je vous ai recopié ici sur notre matrice A, donc sur cette matrice-là, et à chaque fois donc de noter les coefficients R11, R12, R22, etc. Et de noter ici les vecteurs orthonormés qu'on aura définis, donc Q1, Q2, Q3. D'accord? Donc je vous laisse 5 minutes pour le faire. Et à la fin de ces 5 minutes, j'inviterai un ou plusieurs volontaires à ce qu'on puisse le faire ensemble. D'accord? Donc, je vous laisse 5 minutes. Et si vous avez des questions, donc je vais juste arrêter. Peut-être je vais juste mettre en pause l'enregistrement en attendant. Et je repartagerai l'écran si vous voulez recopier ça. Et je resterai connecté pour voir si vous avez des questions. D'accord? Donc, je vais juste arrêter le partage.